Pendant le mois d'août, l'armée française connaît de nouvelles défaites en Lorraine. Borny le 14 août, Mars-la-Tour le 16 août, Saint-Privat, Gravelotte le 18 août. Le 20 août, le maréchal François-Achille Bazaine se laisse assiéger dans Metz avec 180 000 soldats. Cette avancée qui semble inexorable inquiète les Belfortins. Édouard Mény, maire de Belfort, raconte l'angoisse qui saisit les habitants à l'annonce des premières défaites françaises. Dans notre ville surtout, ces fatales nouvelles trouvaient un douloureux écho, car nous savions que la conséquence immédiate de l'invasion du territoire serait le siège de la place dont la fortification était appelée à mettre un obstacle invincible au passage de l'ennemi. Un obstacle invincible, vraiment. Au moment de la déclaration de guerre, la place forte belfortaine est défendue par les forts de la Miotte et de la Justice, reliés entre eux par une série d'ouvrages militaires, le front du Vallon, et à la ville par un mur doublé d'un fossé formant le camp retranché. La construction du fort des Barres, entamée en 1865 pour protéger l'ouest de la ville, est presque terminée. En cours de construction également, le front des faubourgs, un grand front en terre devant entourer les faubourgs de la ville. Aristide d'Enfer-Rochereau, chef du génie à Belfort depuis 1864, demande depuis plusieurs années, sans succès, la construction d'un fort sur le plateau de Bellevue, à l'actuel emplacement du cimetière, et le renforcement des redoutes en terre aménagées au Perche par le général Lecourbe lors du siège de 1815. Les basses et hautes perches sont le point faible de la place forte. Elles dominent la citadelle, dont elles ne sont éloignées que de 900 mètres. En 1867, une commission spéciale, présidée par le général Charles Frossard, a d'ailleurs conclu que « qui tenait les perches tenait Belfort » et a recommandé leur fortification. Enterré dans les archives militaires à Strasbourg, le rapport fera la joie des Prussiens, qui y trouveront de précieuses informations après la prise de la ville. La garnison est dégarnie et l'état de l'armement n'est pas très brillant non plus, comme le constate le capitaine d'artillerie Sostène de la Laurencie lorsqu'il arrive à Belfort début août. L'armement de sûreté qui devait être en totalité ou au moins en partie établi à demeure et à poste fixe, en paix comme en guerre, n'existait presque nulle part. Au bastion 20, tour des bourgeois, pourtant l'un des plus importants de la fortification, il ne trouve par exemple qu'un canon au lieu de 4, monté sur un châssis à moitié pourri. Tout autour poussent des herbes folles, qu'aucun pied n'avait foulées depuis longtemps. Tout le reste est à l'avenant, augurant de travaux herculéens pour donner à la place les moyens de se défendre. Heureusement, le général d'Outrelaine, de passage à Belfort avec le 7e corps début août, a pu appuyer les travaux souhaités par le colonel d'Enfer-Rochereau, construction des redoutes des Perches, de Bellevue, ligne des faubourgs. Quant aux soldats, rien n'est vraiment prêt pour les recevoir. C'est ce que constate Émile Gluck de Mulhouse lorsqu'il arrive à Belfort au début du mois. Il n'y a pas de place dans nos casernes, et une grande partie de notre monde se voit obligée de coucher en ville comme faire se peut. La soupe n'est pas servie régulièrement. En un mot, il règne partout et en toute chose un désordre épouvantable. De son côté, le maire Édouard Mény reçoit le 18 août une dépêche signée du lieutenant-général allemand de Beyer qui explique que la Prusse a été entraînée dans une guerre qu'elle n'a pas voulu et que « nous avons été obligés d'entrer dans votre pays ». Il dit vouloir un combat loyal entre soldats qui épargne les civils, tout en demandant poliment mais fermement que les maires, les curés et les maîtres d'école agissent sur leur commune, que les pères de famille agissent sur les leurs, pour que personne ne montre d'hostilité envers nos soldats. C'est une exhortation, c'est un avertissement, ne l'oubliez pas.